Bonsoir à tous et bienvenue sur Monaco Info. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Au sommaire aujourd'hui, le derby Monaco-Nice ce mercredi 21 h au stade Louis II, match comptant pour la 23e journée de Ligue 1. Un derby oui, mais sans public et ça n'a pas la même saveur. Avec nous dans quelques minutes, le correspondant de RTL et la chaîne L'équipe. Mickaël Lefebvre reviendra sur les enjeux d'une rencontre entre un collectif qui gagne match après match et une équipe en plein doute. La SMA s'est dotée de 4 bennes électriques, par conséquent moins polluantes et plus silencieuses. Ces bennes ont été présentées au souverain sur la place du Palais. Cela va faire bientôt un an qu'un premier cas de Covid-19 a été déclaré à Monaco. Depuis, voyez-vous une sortie de crise sanitaire plutôt lente ou plutôt rapide? Nous vous avons posé la question. Et enfin, nous parlerons du patrimoine mondial en danger avec le directeur de l'ALIF, l'Alliance internationale pour la protection du patrimoine dans les zones en conflit. Monaco a signé un accord financier pour la restauration de 2 sites, le musée de Raqqa en Syrie et la rénovation de l'église Saint-Antoine de Dédé au Liban. Mais avant cela, nous débutons avec vous, Alexandra Pani, et un point sur l'information. Le ministre d'État vient d'effectuer un déplacement à Paris. Bonsoir Fabien, effectivement, lundi, Pierre Dartout s'est rendu au Quai d'Orsay pour rencontrer Clément Beaune, le secrétaire d'État chargé des affaires européennes. Un entretien qui avait pour ambition de faire un point sur l'évolution des négociations autour du projet d'accord d'association entre Monaco et l'Union européenne. Différents chapitres ont été abordés et notamment les points qui restent à négocier, mais aussi les relations d'amitié et de coopération franco-monégasque que les deux parties souhaitent préserver. Rappelons que ces négociations ont débuté en 2015. Relations internationales toujours avec l'accréditation officielle d'un ambassadeur de Monaco en Espagne. Catherine Fautrier a remis ses lettres de créance au roi d'Espagne, Felipe VI, l'accréditant ainsi en tant qu'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Monaco en Espagne. La cérémonie s'est déroulée au Palais Royal. C'était l'occasion d'aborder également différents sujets communs aux deux pays, tels que la gestion de cette crise sanitaire ou encore des questions liées à l'environnement. Autre sujet d'actualité, l'IMSEE et le Comité pour la promotion et la protection des droits des femmes ont présenté une nouvelle publication. Oui Fabien, il s'agit de la deuxième étude menée conjointement autour des violences faites aux femmes à Monaco. La publication présente les données chiffrées de 2020 et dresse un état des lieux des violences selon les différents indicateurs mesurables. Selon les services de police, 39 faits de violence ont été commis contre des femmes sur le territoire monégasque en 2020 contre 33 en 2019. Du côté du CHPG, 53 cas de femmes déclarant avoir subi des violences ont été enregistrés contre 113 en 2019. Cette publication est disponible sur le site internet du Comité pour la promotion et la protection des droits des femmes, www.dfm.mc, et sur le site www.imc.mc. Merci Alexandra. Mercredi 21 h au stade Louis II se déroulera le derby de la Côte d'Azur, Monaco-Nice, avec d'un côté les Niçois en perte de vitesse, 13e, avec 2 victoires seulement sur les 10 dernières rencontres. Et de l'autre côté, Monaco 4e au classement. L'équipe a remporté ses 5 derniers matchs. Pour nous parler de cette rencontre, un spécialiste, Mickaël Lefebvre, bonsoir. Bonsoir Fabien, bonsoir à tous. Vous êtes le correspondant RTL L'équipe sur la Côte d'Azur. Comment vivez-vous les derbys en règle générale? Il y a plus d'excitation? Ah oui, c'est un match à part évidemment dans la saison. Quand on reçoit le calendrier en début de pendant l'été, on regarde toujours un petit peu les dates du derby pour savoir quand est-ce que ça va arriver. Alors cette année, évidemment, c'est des conditions particulières Ouais. puisque un derby sans spectateurs, c'est pas vraiment un derby. Ah bah c'est la Mais question que j'allais vous poser. Comment vous le vivez, vous, quand c'est à huis clos, ce derby? comme tous les autres matchs, c'est-à-dire que c'est triste. C'est triste, évidemment. Ce qui est malheureux à dire, c'est qu'on commence même presque à prendre l'habitude de ne pas avoir de spectateurs dans les stades, et ça, c'est très dangereux, évidemment, et c'est très ennuyeux parce que, oui, le football est là, mais voilà, un match de foot, c'est fait pour être avec des supporters, avec des spectateurs, et raison de plus sur un derby, quand on connaît la passion qui entoure ce derby, qui est assez récente, hein, au final, entre Monaco et Nice, mais évidemment, c'est né de ce fameux 4-3 il y a quelques années au stade Louis II en faveur de l'OGC Nice, ce renversement de situation. Et donc, c'est un derby un peu neuf, on peut dire ça comme ça, et sans supporters cette année, c'est vrai que c'est un peu dur. Alors, quels sont les derbys Monaco-Nice mémorables dans l'histoire du football? Vous venez d'en parler, parler d'un match là, à l'instant, c'est celui-là? Oui, le 4-3, évidemment, au stade Louis II, avec la grosse équipe de Didier Deschamps à l'époque qui mène 3-0. Et il y a ce fabuleux triplé pour l'OGC Nice de Victor Agali pour revenir à 3 partout, puis le but derrière de Marama Vairua. Et c'est vrai que ça
ça a donné naissance à un vrai derby, puisqu'avant les matchs entre Monaco et Nice, les deux équipes se respectaient. Il n'y avait pas autant de ferveur peut-être et de passion autour de ces matchs-là, mais c'est vraiment un élément déclencheur, ce match-là. On pense à celui de l'année dernière également, le Nice-Monaco, gagné dans les toutes dernières secondes du match par l'OGC Nice de Buzyn sur un but de Kasper Dolberg et qui prive l'AS Monaco de Coupe d'Europe cette saison. Quand on voit ce qu'a fait l'OGC derrière en Coupe d'Europe, on se dit que peut-être que Monaco aurait mérité un peu plus sa place que l'OGC Nice. Et là, ce sont deux équipes cette année différentes. Nice est en manque de résultats, Monaco gagne match après match. Comment vous analysez la saison 2020-2021 pour ces deux équipes ? Diamétralement opposées, ouais. C'est-à-dire que peut-être qu'on n'attendait pas l'AS Monaco à une si haute place avec un changement d'entraîneur, encore une fois, à l'intersaison, avec l'arrivée de Niko Kovac, un départ peut-être un peu poussif, alors que de l'autre côté, il y avait l'OGC Nice avec un gros mercato, des ambitions depuis le rachat d'Ineos, cette Coupe d'Europe, cette Ligue Europa à jouer. Et puis, Nice s'est effondré après la blessure de Dante lors du match à Angers, le défenseur central brésilien qui s'est blessé et qui est out jusqu'à la fin de la saison. Et Monaco, d'un autre côté, qui fait du travail sérieux avec Niko Kovac qui s'est cherché un tout petit peu au début sur la tactique et qui maintenant a trouvé ce qu'il fallait avec la révélation d'un duo Ben Yedder-Voland qui marque but sur but. Les deux, c'est 20 buts à eux deux cette saison en Ligue 1. Alors je vous propose, Michael, d'écouter un extrait de la conférence de presse d'avant-match et puis on se retrouve tout de suite après. On est très satisfait, je suis très, très content de nos performances, de nos résultats, de notre série. Mais vous le savez, en football, comme dans la vie d'ailleurs, tout ce qui s'est passé, il faut l'oublier, il faut aller de l'avant. Et demain, nous avons un match qui est très important, qui se profile, un match qui est très important pour le club, pour l'équipe, pour nos supporters. Donc c'est quelque chose de très important pour nous et on redémarre de zéro. Nous sommes très heureux de la venue de Crépin à l'AS Monaco. Crépin, c'est un joueur qui a démontré depuis 13 ans beaucoup de qualités positives. Je suis un joueur qui aime provoquer, qui aime être là sur les actions offensives, défensives. Quelqu'un qui se met au service de l'équipe. Voilà ce que l'on pouvait dire de cette conférence. On est de retour avec Michael Lefebvre. Il faut faire attention au match piège. J'imagine pour Monaco que ce n'est pas un match gagné. Non, bien sûr que non. Aucun match n'est un match gagné. Mais c'est vrai que quand il y a une série de 5 victoires consécutives, il y a peut-être à un moment donné, avec un match maintenant qui arrive tous les 3 jours, un petit relâchement, se dire qu'on a juste à rentrer sur le terrain pour remporter ce match. Donc attention à un relâchement. Et puis en face, il y a quand même une bête blessée, une bête qui est en souffrance. C'est cette équipe de l'OGC Nice qui a besoin de points, qui ne gagne pas à domicile, pas de victoire depuis le mois d'octobre à domicile du côté de l'OGC Nice. Donc il faut aller chercher des points à l'extérieur, même si la dynamique n'est pas bonne. Il va falloir à un moment donné que cette équipe de l'OGC Nice se réveille un petit peu et aille chercher, aille grappiller des points. Et quoi de mieux que de le faire dans un derby pour contenter déjà les joueurs et les dirigeants, mais aussi évidemment pour les spectateurs, les supporters. Je ne vais pas vous demander de vous transformer en devin, mais vous le voyez comment ce match mercredi ? Je le vois assez ouvert. Le danger peut venir de partout. Du côté de l'AS Monaco, parce qu'on cite Maripane, on a cité Ben Yedder et Voland, mais on peut citer également Sofiane Diop, Golovin qui peut entrer en jeu, la nouvelle recrue Crépin Diatta. Et de l'autre côté, une équipe de l'OGC Nice qui a plus de difficultés, mais qui a quand même quelques talents dans son équipe. Donc, moi, je pense que ça va faire un match très ouvert avec les deux équipes qui ont envie d'emporter les 3 points. Ça, c'est de l'analyse. Michael Lefebvre, merci. Merci à vous. En attendant ce Monaco-Nice, mercredi soir, direction la place du Palais Princier, où 2 nouvelles bennes de la SMA 100% électriques ont été présentées. Reportage de Sandrine Nègre. 2 bennes de 26 tonnes totalement électriques ont été dévoilées. Elles répondent ainsi à l'engagement pris par la société monégasque d'assainissement, contribuer à la réduction des émissions de CO2. Dès cette semaine, 4 des 6 tournées de nuit se feront avec ces bennes électriques et 2 des 3 tournées du matin. Et d'ici la fin du mois d'avril, elles seront complétées de 4 autres mini-bennes, ce qui fait qu'à la fin du premier trimestre, toute la collecte d'ordures ménagères de Monaco
Et toute la collecte de verre se fera avec des équipements 100% électriques. Et si le souverain a pu en savoir plus sur ces 2 bennes de 26 tonnes et monté d'ailleurs à bord de l'une d'entre elles, 2 plus petites étaient aussi présentes sur la place du Palais afin d'arpenter les quartiers un peu plus étroits de Monaco. Au-delà de l'aspect non polluant de ces bennes, les monégasques et résidents vont aussi pouvoir apprécier un autre aspect non négligeable de cette nouvelle gamme de véhicules de la SMA. Ils vont avoir du mal à les entendre parce qu'elles sont très silencieuses, donc il faut qu'ils soient attentifs. mais je pense que ça rentre aussi dans tout ce que nous essayons de faire pour améliorer la qualité de vie, c'est évident. Améliorer le cadre de vie, ne plus polluer la planète, les atouts de ces bennes sont évidents, des atouts qui sont aussi étroitement liés aux nouvelles technologies. La nouveauté, c'est qu'on est rentré dans le monde du digital complètement. Donc tout est digitalisé, on a un monde d'information. Aujourd'hui, le bac va parler. Il parle, il communique avec nous directement. On peut savoir ce qu'il a été collecté, on peut savoir toutes les remontées d'informations, si c'est un bac d'OM, si c'est un bac d'emballage, si c'est un bac à verre, le poids. Des données qui pourront d'ailleurs être transmises aux usagers s'ils le souhaitent pour mesurer l'impact de leurs déchets. C'était à la fin du mois de février 2020. Un premier cas de Covid-19 était détecté à Monaco, il y a presque un an maintenant. Depuis, il y a eu le confinement, une accalmie cet été, de nouveaux cas notamment après la Toussaint, le couvre-feu, les vacances de Noël et désormais la vaccination. Après un an de lavage de mains, de port du masque et de crainte, nous vous avons demandé comment voyez-vous l'avenir et la sortie de crise, plutôt rapide ou au contraire lente. Eh bien, vous allez pouvoir le constater, les réactions ne sont pas forcément très optimistes. Je ne sais pas trop. Je pense que personne ne sait s'il faut être optimiste ou pessimiste à ce stade, malheureusement. Je crois que d'ici l'automne prochain, tout ira bien. Ça risque de prendre du temps pour que tout se mette en marche, que ça se développe, le vaccin, etc. Je pense que vu les problèmes actuels qu'il y a pour le développement du vaccin, on ne risque pas, nous qui sommes jeunes, d'être vaccinés d'ici peut-être l'année prochaine. Donc je pense que le masque, on va encore garder un bon moment. Malheureusement. Un jour ou l'autre, il y aura une fin. On l'espère tous. Un jour ou l'autre. Alexandra, on vous retrouve pour un nouveau point info avec cette annulation. Et oui Fabien, les amateurs ne pourront pas s'élancer sur la Monaco Run cette année. Compte tenu de l'évolution de la pandémie, la Fédération monégasque d'athlétisme est contrainte d'annuler les 3 courses de 5 km tout public prévues le 14 février. Seule la course de 5 km pour les athlètes professionnels sera maintenue. La présentation d'un test PCR négatif de moins de 72 heures sera obligatoire. Les participants déjà inscrits seront remboursés dans les plus brefs délais. Si vous n'avez pas encore vu l'exposition de Michel Aubéry, il faut vous dépêcher. Et oui, il ne reste que demain pour découvrir le travail de Michel Aubéry sur les récifs coralliens. Dans la grande salle de conférence du musée océanographique, près de 40 œuvres, dont la moitié inédites, sont consacrées au monde marin et plus particulièrement aux coraux. Et nous avons appris la disparition de Georges Grinda. L'on peut dire que Georges Grinda a consacré sa vie à la principauté, son pays qui l'a servi à de nombreuses reprises, notamment en tant que chef de cabinet du prince Régnier III et ministre plénipotentiaire chargé des questions européennes. Il s'est éteint dimanche à l'âge de 86 ans au centre hospitalier Princesse Grace. L'ensemble de la rédaction transmet ses pensées à sa famille. Passons à notre dernier invité. Nous allons parler de patrimoine et de culture avec lui. Au printemps dernier, le gouvernement et la fondation Alif ont signé un partenariat afin de protéger le patrimoine culturel mondial en danger dans des zones de conflit. L'accord repose sur une aide financière de 40 000 $ répartie sur 2 ans. Valérie Freland, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur exécutif d'Alif. Quelles sont les missions de cette fondation ? Alors Alif, c'est l'Alliance internationale pour la protection du patrimoine dans les zones en conflit. Et c'est une fondation suisse basée à Genève qui a été créée à l'initiative de la France et des Émirats arabes unis en 2017, juste après la destruction massive du patrimoine culturel. On s'en souvient au Mali, en Irak, en Syrie. Et donc la mission première d'Alif, c'est de protéger le patrimoine dans les zones en conflit ou post-conflit. Et en avril dernier, il y a eu la signature d'un partenariat avec le gouvernement de Monaco. En quoi consiste-t-il ? Ce contrat, il vise à nous aider, à nous financer pour l'intervention, pour la protection de 2 sites. D'abord, le musée de Raqqa, qui est derrière moi et dont le bâtiment vient d'être restauré. Et puis, ça, c'est ce qu'on a fait cette année. Et puis, un deuxième site qui est une église
Saint-Antoine de Dédé, au nord de Tripoli, au Liban, et qui aussi va être soutenu grâce en partie au soutien de la Principauté de Monaco. Alors la réhabilitation du musée de Raqqa, donc en Syrie, vous l'avez dit, quelle est la situation? Ce musée a été dégradé par Daesh en 2013, c'est ça? Exactement. Ce musée a été dégradé par Daesh en 2013 et après la libération de la ville en 2017, eh bien, la société civile qui a commencé à se reconstituer s'est intéressée à la réhabilitation de ce musée. Et justement, le musée, il était dans quel état? Il était vraiment détruit, complètement détruit, partiellement? Comment il était? Alors, il était partiellement détruit, très dégradé, la collection étant éparpillée. Et donc, l'idée là, c'était d'abord de restaurer le bâtiment en lui-même. D'accord ? Ils ont restauré le bâtiment et le jardin. Et puis, nous allons soutenir un autre projet, nous avons déjà décidé de le faire, qui est celui de la reconstitution de la collection et de la restauration au moins d'une partie de cette collection. Et quel est ce musée? Pourquoi avoir voulu le rénover? Qu'est-ce qu'il a de particulier? Parce que ce musée de Raqqa, il est intéressant pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il est un des symboles de la liberté retrouvée, aussi la lutte contre l'extrémisme terroriste, et puis de pouvoir le redonner à la population locale de Raqqa qui a beaucoup souffert ces 10 dernières années et pour lequel c'est aussi une source d'espoir. Et où en sont les travaux? Ça a débuté? Quand est-ce que ça se termine? Ah non, mais les travaux sont terminés. Tout a été refait, l'extérieur, l'intérieur. Et maintenant, c'est les pièces de musée, c'est les artefacts qu'il va falloir faire revenir dans le musée et donc les collecter, les restaurer. On est en train de faire aussi un inventaire parce que la question, c'est qu'on ne savait pas exactement ce qu'il y avait dans ce musée. Donc, on est en train de refaire aussi un inventaire grâce au soutien de spécialistes allemands et néerlandais qui, eux, avaient travaillé par le passé sur ce musée, sur cet inventaire. Alors, vous l'avez évoqué, il y a également la rénovation de l'église Saint-Antoine de Dédé, donc au Liban. Même question, qu'est-ce qui est prévu? Le bâtiment est restauré, ça a été fait par un opérateur qui s'appelle l'Œuvre d'Orient. Et puis maintenant, au printemps, va commencer ce sur quoi nous allons travailler avec Monaco, c'est la restauration des fresques du XIIIe siècle que j'ai vues, qui sont effectivement dans un état très, très abîmé, mais qui sont très émouvantes parce que ce sont des fresques quand même qui nous viennent du XIIIe siècle. D'un point de vue plus général, quels sont les sites, les pays où vous intervenez? On intervient maintenant dans 22 pays et nous soutenons plus d'une centaine de projets. Et les projets phares, ce sont des projets naturellement dans les pays qui ont été le plus atteints, comme l'Irak. Nous soutenons une trentaine de projets en Irak, que ce soit le musée de Mossoul, que ce soit la réhabilitation de lieux de culte à Mossoul. Et par exemple, dernièrement, nous venons de décider de soutenir la stabilisation de l'arche de Ctésiphon, qui est une arche du VIe siècle, qui est la plus grande arche construite en briques avant l'ère moderne. On intervient au Mali, on intervient au Yémen, on intervient en Syrie, je l'ai dit. En Afghanistan, nous sommes aussi très présents. Voilà, ce sont autant de sites à la fois importants pour les communautés locales, mais aussi pour l'humanité tout entière. Alif a pour vocation d'agir en faveur du patrimoine culturel dans les zones en conflit. Quelles sont les complexités d'effectuer comme ça des rénovations dans des zones dites dangereuses? Vous avez raison, c'est extrêmement difficile. D'abord parce qu'on est toujours dans une période d'instabilité, que l'on soit avant, pendant ou après un conflit, il y a toujours une instabilité et donc il faut s'assurer de la sécurité des personnes qui travaillent. C'est très important. La deuxième chose, c'est que souvent il faut déminer. Quand on intervient après un conflit, eh bien, tous ces sites ont été déminés. À Mossoul, une grande partie de la vieille ville a été déminée, donc il faut déminer. On ne peut intervenir qu'après. Et puis, c'est difficile d'intervenir pour la protection du patrimoine dans des villes qui souvent ont été meurtries au point que la société civile, que ces ONG qui sont susceptibles de pouvoir nous aider d'intervenir sur le terrain, eh bien, elles ont été elles-mêmes décimées. Puis enfin, aujourd'hui, la troisième difficulté, c'est qu'on intervient dans une période de pandémie. Et puis Alif a essayé aussi de veiller à la protection de ce patrimoine en période de crise à travers un soutien que nous avons donné à une centaine de petits opérateurs du patrimoine, des petits musées comme le musée de Bamako, des artisans en Palestine, au Yémen, et pour faire vivre cette communauté du patrimoine pendant la période de pandémie. Valérie Freland, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci infiniment pour votre invitation. À bientôt. Faisons un point sur les prévisions météo de ce mercredi à présent. Un temps encore bien gris, Fabien. Le ciel sera couvert sur l'ensemble de la journée, mais les températures seront plutôt agréables pour la saison avec 9 degrés le matin et 13 degrés dans l'après-midi. Et en ce 3 février, n'oubliez pas de fêter la Saint-Blaise.
Merci Alexandra. On se quitte avec les photos du jour pour vous mettre l'eau à la bouche en ce mardi 2 février puisque nous fêtons la Chandeleur. Et donc ce sont des photos de crêpes prises par Michael Alési. On se retrouve mercredi à 19h pour une nouvelle édition. Mais vous avez également les réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram et Twitter, sans oublier l'application Monaco Info pour avoir le journal et les reportages en replay. Merci de votre fidélité. À demain. En attendant, portez-vous bien.